Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de Dimanche en politique, votre émission de débat en région. Nouvelle année et nouveaux horaires, on vous donne rendez-vous désormais chaque dimanche à partir de 11h10. Et pour cette première de 2024, on va s'intéresser au grand rendez-vous électoral de l'année, le scrutin européen. L'Europe qui décide de bien des aspects de notre vie quotidienne, de la qualité des aliments que l'on met dans notre assiette, au format de nos chargeurs de téléphone. Et pourtant subsiste en France l'idée que l'Europe c'est loin. C'est compliqué, c'est bien souvent un bouc émissaire parfait pour les responsables politiques, toujours prompts à accuser l'Europe quand une décision politique déplaît. Alors l'Europe, pourquoi tant d'indifférence? C'est l'objet de ce débat avec nos trois invités. Je vous les présente tout de suite. D'abord Christophe Grudler, député européen belfortain. Vous êtes élu du groupe Renew au Parlement européen. C'est le groupe des partisans d'Emmanuel Macron. Vous êtes membre du MoDem de François Bayrou, de ce côté de la frontière, on va dire. Également sur ce plateau, Antoine Villedieu, député du Rassemblement national, élu de Haute-Saône, député national, je le précise. Et puis Julien Péat, vous êtes directeur de la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous en avez l'habitude, cette émission peut être commentée sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche, Dimpol FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Et je me ferai le relais au cours de ce débat de quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées sur la page internet de l'émission depuis le début de la semaine. Alors, on votera donc le dimanche 9 juin pour envoyer 81 eurodéputés français à Strasbourg, 81 sur 720 députés européens. De ce scrutin européen, on parle peu jusqu'à présent, si ce n'est qu'au travers de sondages qui placent d'ailleurs le Rassemblement national de Jordan Bardella largement en tête. Et pourtant, l'Europe, sa commission, son Parlement prennent tous les jours ou presque des décisions qui nous concernent. Christophe Grudler, vous êtes député européen depuis 2019. Pourquoi l'Europe peine tant à nous intéresser ? Il y a déjà un tropisme français qui est de dire en permanence que quelque chose ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Et quand quelque chose va, c'est grâce à soi. Donc on ne va pas donner les louanges à l'Europe. Donc ça, et c'est typiquement français, ça. C'est très français, je peux vous assurer. Le deuxième aspect, c'est que souvent, ça c'est encore plus français, les partis politiques d'opposition se servent de la thématique européenne pour régler des problèmes nationaux et pas du tout avoir des projets européens. Ça, c'est aussi un très bon élément. Et le troisième, malgré les efforts de France 3, 73% des Français considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur ce qui se passe au niveau européen et demandent davantage d'informations européennes. Oui, il y a la photo média, c'est ça que vous dites ? Oui. On ne couvrirait pas assez votre émission est l'exemple contraire. Et on était au Parlement européen dans Dimanche en politique il y a quelques semaines pour parler du statut de protection du loup qui va peut-être évoluer et ça joue au niveau européen. Antoine Villedieu, le Rassemblement national est pour le moins eurosceptique. Pourquoi, selon vous, tout ou presque est de la faute de l'Europe ? Alors, on ne peut pas dire qu'on est eurosceptique, je pense que ça c'est des éléments de langage. Il y a eu par le passé une volonté du parti, l'ancien, le Front National, qui voulait quitter l'Union Européenne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis déjà on va éclaircir tout de suite ce point. À un moment donné, on a fait le choix d'écouter les Français. Les Français ne sont pas pour quitter l'Union Européenne. En revanche, ce qui ne va pas dans l'Union Européenne, c'est que c'est une masse technocratique totalement antidémocratique qui s'impose en fait sur les choix nationaux. Pourquoi on doit dire antidémocratique, Antoine Villedieu ? Antidémocratique puisque le Parlement européen, au final, n'a pas ce droit de regard. Des décisions sont prises directement par le Conseil de l'Europe. C'est entièrement faux. Je n'ai pas le Conseil de l'Europe parce que le Conseil de l'Europe, c'est une institution qui n'est pas celle de l'Union européenne. Le Parlement européen, c'est l'Europe des peuples. On est tous élus au suffrage universel direct par les peuples européens pour justement faire la loi. Alors il y a le Conseil, les États membres, l'Europe des nations. Le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas d'Europe des nations, c'est qu'aujourd'hui... Mais si, c'est le Conseil, l'Europe des nations, c'est les États membres. La majorité, c'est le programme d'Emmanuel Macron, c'est d'en faire en fait une Europe fédérale, avec un système à l'américaine, où on aura un président. D'ailleurs, les derniers choix, même si c'est symbolique, de parler d'un président de l'Union européenne, commence à poser problème. C'est une institution qui est totalement déconnectée des réalités des Français. Je parlerai de la France aujourd'hui. On y reviendra. Julien Péat, vous dirigez donc la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un centre de ressources et de documentation. Votre boulot, entre guillemets, c'est de vendre l'Europe. Est-ce que cette tâche, elle n'est pas particulièrement difficile en France ?
Je crois que le titre de votre émission, en fait, qui questionne l'indifférence, ne doit pas traiter uniquement des questions européennes. La participation aux élections européennes, il y a 5 ans, c'est quasiment 51%. Les législatives, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans. Presque 2 ans maintenant, 46% de participation. Les régionales, 42%. Donc il y a une problématique du lien citoyen-civique. Mais sur le temps long, c'est aux élections européennes que les Français votent le moins. Voilà. Sachant que l'augmentation, on a pu constater une augmentation assez significative entre 2014 et 2019. Nous, effectivement, notre raison d'être au sein d'un réseau d'information et de communication qui a des centres un petit peu partout en France et partout dans l'Union, c'est effectivement de connecter l'Europe du quotidien avec les citoyens et avec les territoires. La France, l'Estonie, la Grèce sont membres de l'Union européenne et à travers la participation aux institutions, que ce soit par des élections au suffrage universel direct aux élections ou à travers les gouvernements qu'on retrouve effectivement au Conseil des ministres, qu'on retrouve au Conseil européen, qu'on retrouve à la Commission aussi, eh bien l'Union européenne est une institution, une organisation internationale démocratique parce qu'elle puise directement dans les États membres et dans les territoires cette force politique. Julien Péat, quand vous parlez de l'Europe du quotidien, ça veut dire quoi? Qu'apporte très concrètement, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner, l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, ou en Franche-Comté même, si vous avez. Alors, il y a ce qu'elle apporte dans le quotidien, dans votre quotidien. On pourrait rythmer une journée type de votre petit déjeuner, ce que vous mettez dans votre assiette, de l'eau qui vous sert à prendre votre douche le matin, des modes de transport que vous allez utiliser pour aller au lycée ou pour aller au travail, qui effectivement émettent du CO2, et c'est décidé au niveau européen. Vous avez parlé en ouverture de la question du chargeur, effectivement. Donc, le chargeur universel. Donc, pour les portables, c'est l'Europe. Aussi, les déchets, comment on traite les déchets électroniques. Ce chargeur universel, il utilise de l'énergie. Quels objectifs on se donne au niveau européen en la matière? Et puis, il y a tous les projets, effectivement, qui existent grâce à des programmes européens, des programmes de financement, et notamment dans le cadre du plan de relance. Il faut savoir qu'il y a presque 50 000 bénéficiaires dans notre région de MaPrimeRénov'. Je pense que ça fera écho quand même à beaucoup de personnes. Donc, presque 50 000 foyers qui ont bénéficié d'une subvention pour améliorer l'efficacité énergétique chez eux. 70% de MaPrimeRénov', ça vient du plan de relance européen. Mais dites-moi, Christophe Grudler, le gouvernement sur MaPrimeRénov', il ne communique pas trop sur le fait que ce soit des fonds européens? Pourtant, ça avait été dit, le plan de relance français, c'est 100 milliards d'euros, dont 40 milliards qui viennent de l'Europe. Donc 60 milliards français, 40 milliards de fonds européens, et notamment en Franche-Comté, les fonds régionaux, c'est à peu près 1,5 milliard d'euros. Mais Christophe Grudler, je veux bien que vous répondiez à ma question, parce que vous appartenez à un parti, à une majorité présidentielle qui est volontariste sur les questions européennes, qui se présente comme très pro-européen. Or, des fois, chez vous aussi, on oublie de dire que l'argent, il redescend de Bruxelles. Alors, ce n'est pas vraiment l'impression que j'ai. Et le président Macron est d'ailleurs une référence au niveau européen. Tout le monde demande ce que pense Macron dans les autres pays, parce qu'il y a une influence française importante qu'il faut continuer à développer. Et dans chaque discours, le discours de la Sorbonne du président Macron, qui a fixé les grands caps européens, tout le monde y a adhéré. Et donc, il y a comme ça une dynamique, et le fait de le rappeler. Effectivement, ce n'est pas chaque ministre qui, à chaque moment de la journée, va parler Europe, 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 évidemment. Mais dans les grands enjeux et dans les grands discours, à chaque fois, on rappelle l'importance de l'Europe. Vous avez travaillé ces 5 dernières années sur les questions énergétiques, sur l'industrie notamment. De quoi vous êtes le plus fier et voilà, quelles décisions vous avez prises, quelle pierre à l'édifice vous avez apporté qui a changé la vie des gens? Alors, bon, il y a des projets qui vont aboutir dans les prochains mois, mais à titre personnel, j'étais rapporteur pour le Parlement de la constellation de satellites européens IRIS, qui va permettre d'avoir de l'Internet jusque dans les endroits les plus reculés de l'Union européenne, qui va aussi permettre d'avoir des communications moins chères aussi par satellite. Et donc, j'ai porté cette idée dans le cadre de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire que les Européens, ils doivent avoir leur destin entre les mains, ils doivent pouvoir s'organiser eux-mêmes sans dépendance de l'extérieur. Et moi, je veux plus de France, et si je veux plus de France, il faut plus d'Europe, parce que c'est la bonne échelle pour répondre aux enjeux du monde. Pour avoir plus de France, il faut plus d'Europe. Antoine Villedieu, vous êtes d'accord ou pas ?
Mais justement, c'est toute notre opposition en fait au projet d'Emmanuel Macron. C'est cette Europe fédérale et qui est très bien décrite. Après, c'est une vision politique. On est contre. Après, chacun fait ses choix. Aujourd'hui, l'Union européenne, parce qu'on parle de ce qu'elle reverse à la France, mais on oublie que c'est un matraquage fiscal aussi pour notre pays. Jusqu'en 2027, c'est en moyenne 27 milliards d'euros des impôts des Français qui seront versés directement à l'Union européenne. Sur ces 27 milliards, c'est 10-12 milliards d'euros qui seront en perte sèche. Nous, clairement... Il faut réviser vos fiches. Vous savez qu'il y a un plan de relance européen, 40 milliards d'euros pour la France. Combien sort de la poche du contribuable français? Vous savez, Monsieur Grudler, zéro. Vous savez, Monsieur Grudler, zéro. Le mépris dont vous faites état encore aujourd'hui, c'est le problème en fait de la connexion des gens avec leurs politiciens. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'être méprisés, ils ont envie de comprendre ce qui leur arrive. Eh bien, vous avez une Europe, vous leur donnez des bons chiffres, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'Europe rapporte de l'argent à la France. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais elle ne rapporte pas d'argent à la France. On en perd. On est un des plus gros contributeurs. Mais démontrez-moi-le. Julien Péat, sur la contribution et... 40 milliards du fonds on va demander aux spécialistes des questions européennes ici. Le budget de l'Union européenne régulier, sur une période de 7 ans, vient effectivement en grande partie des contributions des États membres. Plus un pays est riche, d'une certaine manière, plus il va contribuer. Donc la France, l'Allemagne contribuent énormément. Il y a une solidarité européenne entre les pays riches et les pays moins riches. Exactement. Et chacun, effectivement, en fonction des secteurs où il considère qu'il a un intérêt, la France avec la politique agricole commune, par exemple, il récupère. C'est vrai, le député Grudler a raison, le plan de relance, il est unique. Il est unique en son genre dans l'histoire. Mais l'argent, il n'est pas magique. L'argent, il vient des banques aussi. Et il vient en fait d'un emprunt, mais qui sera fait au niveau européen. Sur le calcul, en fait, il ne faut pas le voir comme ça, parce que la participation de la France au marché unique, dans son PIB, c'est 150 milliards d'euros par an. 150 milliards d'euros par an. Il y a une étude qui vient de sortir. 4 millions d'emplois qui sont générés par le marché commun en France. Une étude vient de sortir au Royaume-Uni et on peut considérer aujourd'hui que les Britanniques considèrent qu'ils auraient dû rester dans l'Union européenne et une large partie de l'électorat britannique souhaite y revenir, le maire de Londres en premier. C'est ce que montrent les études d'opinion, effectivement. 164 milliards d'euros par an de pertes, 164 milliards d'euros par an. Le budget de l'éducation nationale en France, c'est plus de 60 milliards. Donc on n'imagine pas ce que ça représente comme perte d'opportunités financières et puis de bien-être aussi pour les Britanniques. Mais le RN a pris cela en compte puisqu'il ne veut plus sortir, contrairement à il y a quelques années, de l'Union européenne. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Et vous ne voulez plus sortir non plus de l'euro, on est bien d'accord? Non, il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. On ne veut pas sortir ni de l'Union européenne, ni de l'euro. Une Europe des nations, c'est une Europe des coopérations. C'est réaffirmer en fait des projets en prenant en compte la souveraineté et la primauté du droit national sur la Constitution européenne, puisqu'aujourd'hui, le problème, c'est que l'Europe écrase la souveraineté des États. Moi, je vais vous donner un exemple concret parce qu'on parle d'influence directe sur le quotidien des Français. Eh bien, il y a un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide. Et aujourd'hui, avec la politique de la ferme à la fourchette, qui est une politique imposée par l'Union européenne, cette politique vise à faire baisser la production agricole sur le territoire européen de 10 à 20% d'ici 2030. En contrepartie, on signe des accords de libre-échange. D'accords de libre-échange qui a été confirmé en novembre 2023 avec la Nouvelle-Zélande. Donc on importe de Nouvelle-Zélande de l'ovin, du bovin, des produits laitiers en France, un pays qui se situe à plus de 20 000 km de la France, alors qu'on a cette capacité de production sur le territoire national. Et je pense que nos éleveurs, s'ils sont devant la télé ce dimanche, doivent se retourner, puisqu'on le fait au nom d'une écologie punitive. C'est-à-dire qu'on va importer par cargo des produits qui viennent de Nouvelle-Zélande, qu'on est en capacité de produire sur notre territoire, en disant aux agriculteurs, vous polluez, donc on va l'importer avec un moyen de transport encore plus polluant. On laisse répondre Christophe Grudler. Vous savez que tous ces accords de libre-échange font l'objet d'une évaluation stricte, précise. C'est pour ça qu'on n'a pas signé le Mercosur, par exemple. On a signé le CETA avec le Canada. Et là, on vous entendait tenir le même discours. Mais la viande bovine. Laissez-moi terminer. Mais vous en êtes fier du CETA? Est-ce que vous en êtes fier? Ah, je suis très fier du CETA. Vous en êtes fier? C'est une très belle réussite. Vous parlez à des agriculteurs? Mais bien sûr que oui. Parce que tous les jours, j'en croise.
Ils ne sont pas fiers du CETA, ils ne sont pas fiers de vos accords, ils ne sont pas fiers de vos politiques. Concrètement, le CETA prévoyait un quota d'importation de viande bovine. Je crois qu'on ne vit pas dans le même monde, en fait. Allez, vous me permettez de... Non, mais c'est votre problème à Renaissance. Dès qu'on a un argument que vous met à mal... Christophe Grudler, je veux bien que vous répondiez aussi sur l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le CETA, aujourd'hui, rapporte au PIB de la France une somme phénoménale, et en particulier sur l'agriculture, la viticulture. On n'a jamais exporté autant de fromage, jamais exporté autant de vin. Et le quota de viande que les Canadiens devaient produire avec des conditions européennes hyper strictes, ils ne l'ont même pas utilisé parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter à faire ça, ils préféraient le marché nord-américain. Donc il n'y a aucun impact pour les éleveurs. Et par contre, pour le monde agricole dont on se soucie au quotidien, c'est 1 milliard d'euros du FEADER, les fonds régionaux de développement ruraux. Qui ne sont pas distribués en 1 milliard avec le retard. Je m'ai dit qu'il n'y avait pas de retard. Je vous dis simplement qu'on a affecté 1 milliard d'euros pour le développement rural, pour l'aide aux agriculteurs dans la région. Et que, évidemment, vous n'avez pas voté ce budget au niveau européen, parce que ça vous fait mal de donner de l'argent pour soutenir les agriculteurs. Alors, vous ne venez pas faire aujourd'hui le donneur de leçons, parce que ce qui se passe en Haute-Saône, en particulier, j'y suis évidemment très sensible, déjà parce que je suis un voisin, et donc je vais régulièrement aussi vous êtes sensible, en Haute-Saône. En tout cas, vous n'êtes pas sensible aux réquisitions, en tout cas aux demandes des agriculteurs. Mais je peux vous dire que des accords de libre-échange bien négociés, c'est du développement. C'est du développement. Vous ne pouvez pas parler de développement quand on demande à des agriculteurs de laisser une partie de leur exploitation en jachère pour favoriser les importations avec de l'Ukraine. Enfin, je veux dire... On ne laissera pas faire un accord de libre-échange. Le ministre Marc Fesneau était en Ukraine avec des collègues députés européens, justement, pour bien faire attention à ces problématiques. Même le ministre, sur la volaille, sur les céréales. Même votre et donc, ces problèmes sont traités. Pas favorable. Ne vous inquiétez pas. Allez, on avance dans le débat. Le 31 décembre, le chef de l'État a présenté ses vœux aux Français et Emmanuel Macron a évidemment parlé de la grande échéance électorale de l'année 2024, les européennes. Je vous propose de l'écouter. 2024 sera aussi une année de choix décisifs. Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient, et sur notre propre continent, en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs. Vous aurez, au mois de juin prochain, à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer. Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière. Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Céder aux mensonges qui sèment le chaos, c'est le Rassemblement national qui est visé, Antoine Villedieu, là, par le chef de l'État. Qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que je réponds à Emmanuel Macron ? C'est que quand on parle de mensonges, je pense qu'il faudrait déjà balayer devant sa porte. Aujourd'hui, quand je vais prendre l'exemple à l'échelle de l'Union européenne, le Qatargate, où on a même la vice-présidente de l'Union européenne qui se voit saisir 1,5 million d'euros en espèces pour préserver les intérêts du Qatar. Tous les scandales qui sont étouffés parce que nous avions demandé... Alors là, pour le coup, c'est pas étouffé parce qu'il y a eu des enquêtes, c'est sorti... La commission d'enquête parlementaire, quand le groupe Rassemblement, enfin le groupe Identité et Démocratie, le Rassemblement national, en tout cas, a proposé cette commission d'enquête qui a été refusée, puisque l'objectif, c'est d'étouffer. Il y a eu quelques articles, on étouffe le truc, on balaye, on met sous le tapis. Et c'est scandale sur scandale. Depuis le Covid, scandale sur scandale. Mais ce que laisse entendre Emmanuel Macron, c'est si vous votez pour le Rassemblement national, vous votez pour Poutine. Si vous votez pour les macronistes, vous votez pour l'Ukraine. Écoutez, je pense que ces éléments de langage, ils fonctionnent qu'à la Macronie. Vos amis ont voté contre toute aide à l'Ukraine et ont voté un soutien permanent à la Russie, à laquelle vous êtes adoubé. Ils ont voté contre les... Ils ont voté contre des lanternes. Écoutez, je pense qu'il vaut mieux... Ils ont voté contre les budgets alloués à l'aide à l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, les versements qui ont été faits à l'Ukraine ne sont pas contrôlés. L'Ukraine est un pays où la corruption demeure, persiste. D'ailleurs, vous êtes pour un élargissement aux Balkans, on est contre.
On est contre aussi. Moi, je peux vous dire que c'est une erreur grave, d'ailleurs. C'est pas une grave erreur. Aujourd'hui, quand vous avez des pays qui sont corrompus, vous préférez que ça dépende de la Russie ou de la Chine. On va faire intégrer à l'Union européenne des pays complètement corrompus. Mais bien sûr que non, c'est nous qui luttons contre la corruption. Tous les pays qui sont rentrés, les pays de l'Est qui sont rentrés, ils avaient des cahiers, des chapitres. Ils ont des cahiers, des charges, pour pouvoir justifier des efforts qu'ils font. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption. Une question. Ce que je veux dire, c'est que la lutte contre la corruption, c'est un combat permanent. Une question d'un internaute. Jacques nous demande quel est le sens, selon vous, du destin de l'Europe ? On nous promet une Europe plus forte. Ce sont d'ailleurs les mots qu'on a entendus dans la bouche d'Emmanuel Macron. Pourquoi faire ? Julien Péat, est-ce que le grand défi aujourd'hui des Européens, c'est justement de devenir une vraie puissance démocratique et peut-être militaire ? La puissance démocratique, elle l'est déjà, je crois. Nulle part ailleurs dans diplomatique, excusez-moi. Il y a un chiffre qui me semble important et que j'aime à livrer justement à réflexion. Au début du XXe siècle, un habitant de cette planète sur 4 était un Européen. À la moitié de ce siècle, nous serons 5%. 5% de la population mondiale. Qu'est-ce qu'on pèse si nous ne sommes pas réunis entre Européens, avec certes des différences, mais quand même un horizon commun, un destin commun, une proximité culturelle et aussi dans nos standards qu'ils soient démocratiques, qu'ils soient liés, on a parlé à la sécurité alimentaire, qu'ils soient liés aux standards aussi de vie, aux droits fondamentaux. On a besoin d'être ensemble, certes avec des différences, mais aujourd'hui on sera forcément toujours plus proches entre nous, Européens, que des États-Unis ou de la Chine, par exemple. Et pour avancer, mardi, je crois, les responsables européens discuteront de l'envoi éventuel d'une force navale en mer Rouge pour une force militaire, donc pour protéger les navires. On sait que les États-Unis, le Royaume-Uni a bombardé une partie du Yémen il y a quelques jours. Vous êtes pour cette force européenne, par exemple, Christophe Grudler ? C'est pas une force d'une armée européenne. Ce sont les États membres qui se mettent d'accord ensemble pour envoyer... Enfin, c'est une décision, ce serait une décision de l'Union européenne. C'est une décision collégiale. Jamais la défense n'a été aussi partagée au niveau européen. Avant, c'était pratiquement que la France qui disait, structurons-nous, peut-être même sans les États-Unis d'ailleurs, puisqu'on n'est pas sûr que demain, si M. Trump revient, l'OTAN sera encore là avec les Américains à nos côtés. Donc on a réussi à faire monter la défense de l'Europe, c'est comme ça que je l'appelle, à la lumière de l'agression russe contre l'Ukraine, qui nous a permis de nous fortifier ensemble. Ce que je voulais simplement dire par rapport à Julien Péat, nous avons un excellent atout dans le monde, c'est qu'on est le premier marché, avec le marché commun, le premier marché au monde. Donc on est en capacité d'imposer nos standards aux États-Unis, aux Chinois. Si la Chine a 4% de progression de croissance, c'est parce qu'elle commerce avec nous. Les Américains, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils commercent avec nous. Donc on est capable, même si la population baisse, grâce à notre puissance économique commune, au nom de l'union fait la force, qui est aussi une maxime européenne qu'il faut pouvoir un peu retenir, eh bien on est capable de parler d'égal à égal, tant aux Chinois qu'aux Américains. Antoine Villedieu, on peut rien. Est-ce que l'Europe doit envoyer une force navale commune contre les rebelles houthis du Yémen ? La décision de défense ne doit pas être prise au niveau européen. Vous n'êtes pas sensible à l'argument de Julien Péat qui dit la France seule ne pèse rien ? Attention, il y a quelque chose sur lequel on peut être d'accord, c'est le fait de dire aujourd'hui c'est une coopération. C'est-à-dire c'est un choix souverain de chaque nation d'envoyer. Si tel est le cas sur cette décision, c'est le choix de chaque pays, c'est pas le choix de l'Union européenne. C'est pas l'Union européenne qui doit imposer un quota de soldats à la France, un quota de soldats... Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, il n'y a pas d'imposition. Mais l'Union européenne... D'ailleurs, il y a des pays qui ont dit qu'ils ne participeraient pas. Néanmoins, ça se discute entre représentants des gouvernements européens. Il y a quelque chose qui me choque particulièrement, c'est quand on parle en fait d'avoir une histoire commune, etc., puisqu'on ne l'aura jamais. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle est gangrénée par les lobbyistes, par le wokisme et par les lobbies islamistes. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, la campagne en faveur du voile qui a été faite récemment est quand même assez particulière. Aujourd'hui, vous avez une Europe qui est totalement déconnectée des réalités, qui va jouer sur de l'écologie punitive. On en a parlé avec les agriculteurs, mais on pourra en parler sur beaucoup de sujets. Moi, vous savez, je suis pas né européen, je suis né en France. Je suis né en France, j'ai appris l'histoire de France. Mais vous avez un passeport européen. Mais j'ai un passeport européen. Vous avez l'euro ? Un passeport français, qui est siglé Union européenne. Mais je suis pas né en Europe. Je suis pas né en Europe en tant qu'Européen. Je suis né en tant que Français. J'ai une histoire aujourd'hui. Cette histoire, l'Union européenne veut l'écraser. Mais attendez, si vous voulez plus d'influence de la France en Europe,
clairement, il ne faut pas voter Front National, parce que vous n'êtes pas au Rassemblement National, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas au Parlement européen, vous ne votez pas les textes majeurs pour l'avenir de l'Europe, parce que vous n'y croyez pas au fond de vous. Donc en fait, si on aime la France et si on veut plus d'influence de la France, il ne faut surtout pas voter Le Rassemblement National au Parlement européen, c'est 17 000 amendements, c'est 1800 prises de parole, c'est de nombreux rapports qui ont été adoptés. Et Jordan Bardella particulièrement, c'est 91% de présence, plus de 91% de présence sur les sessions plénières. Donc il y a un moment donné, mais tout ça, il faudra vous pouvez le checker, il n'y a aucun problème. Donc il y a un moment Jordan Bardella qui sera la tête de liste du Rassemblement National. Donc ne dites pas non plus de bêtises. Vous avez dans votre camp voulu former une force anti-fake news et vous êtes les premiers colporteurs de Monsieur Bardella sottises. défendre les chrétiens d'Orient en Arménie. Alors, grande sortie à la télé française le soir. Le lendemain matin, on votait au Parlement européen des décisions pour soutenir l'Arménie avec des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Monsieur Bardella et ses amis, aucun n'était là. Donc, il n'y a pas eu de vote. Et ça, vous pouvez aussi le fact-checker. Un dernier mot très rapidement, Julien Péa. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sentiment de désespoir des fois à voir qu'en France, c'est d'abord les enjeux franco-français qui se jouent sur des campagnes électorales européennes? Oui, effectivement. On aimerait que davantage de débats puissent s'opérer avec d'autres Européens aussi, puisque l'Union européenne n'est pas la France en grand. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, la suite de Dimanche en politique. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Merci à vous. Merci.